bonjour à tous. On va commencer du coup cette table ronde avec les opérateurs et les intégrateurs de la 5G industrielle. Déjà, je vous remercie d'être venus aujourd'hui tous les trois pour aborder ce sujet sous pavillon 5G. Je crois que c'est la première fois au Salon Global Industrie qui est un peu un lieu de référence pour les industriels. Donc je trouve que c'est un beau symbole et que ça marque une vraie dynamique qui est en train de se créer sur la 5G industrielle en ce moment, depuis quelques mois, quelques années, avec les entreprises et les industriels. Roland Lescure, ministre de l'Industrie, intervenait hier sur le village. Il mettait en avant le chemin parcouru sur la 5G, en prenant l'image de 2020 avec un écosystème qui était peut-être moins mature qu'aujourd'hui, des terminaux moins disponibles, et puis des cas d'usage aussi que les industriels peinaient peut-être encore à l'époque à s'approprier et à identifier. Aujourd'hui, on voit que la copie elle est radicalement différente. Et l'objectif de ces échanges qu'on va avoir ensemble, c'est justement de montrer ces cas d'usage qui sont réellement mis en service aujourd'hui, mis en production au sein des entreprises et des industriels. Quels sont-ils? On en aura plusieurs exemples ensemble. Qu'est-ce qu'ils permettent de faire concrètement? Quels sont les bénéfices observés par vous, qui êtes un peu les acteurs clés et au front pour la mise en œuvre de ces projets? Voilà, c'est un partage d'expérience qu'on attend aujourd'hui avec une diversité d'acteurs. Donc j'ai avec moi Emmanuel Micol, qui est directeur de la stratégie B2B chez Bouygues Télécom Entreprises. Je vous laisserai chacun vous représenter et présenter votre entreprise plus largement si vous le souhaitez. Grégoire Delacroué, qui est directeur de la Business Line Mobile Pro de HubOne, et Antoine Roussel, donc directeur général d'Alsatis. Je vous propose de commencer ce tour de table peut-être par justement peut-être un cas d'usage concret que vous avez vous-même mis en œuvre et intégré et exploité en ce moment chez un industriel qui tourne, qui fournit des résultats et dont vous pourriez nous parler un peu pour lancer cette discussion. Peut-être dans un premier temps, Grégoire Delacroué pour HubOne, si vous voulez bien commencer ces échanges. Bonjour à tous. Je présente peut-être HubOne en quelques mots très rapidement. Donc, on est un opérateur et un intégrateur de solutions digitales spécialisés dans le B2B. On fait partie du groupe d'aéroports de Paris. Et en fait, depuis une vingtaine d'années, on est sorti des aéroports et on adresse l'ensemble des secteurs qui ont des problématiques critiques, notamment sur les télécoms. Et donc, le secteur industriel, que ce soit l'industrie lourde, l'industrie de production, l'industrie chimique, la logistique, mais aussi le secteur portuaire. Donc moi je voulais vous partager peut-être deux retours d'expérience qui ont été assez marquants ces derniers mois sur ce qu'on a pu faire en 5G privé. Le premier, c'était pour faire de la communication entre les personnes, entre les humains, parce qu'on parle beaucoup d'IoT, mais il faut parler d'abord des humains. Et c'est le cas d'un entrepôt logistique de DHL qui s'est monté pas loin d'ici, qui est un centre névralgique européen. Et en fait, c'était intéressant parce que c'était un entrepôt qui se montait d'une page blanche, et donc il y avait des vrais choix technologiques à faire au démarrage, sachant qu'il y avait effectivement un besoin de communication et d'efficacité dans la transmission des informations entre les équipes. Et ils ont fait le choix de partir sur un réseau mobile privé qu'on a déployé pour eux, et qui est à la fois une infrastructure qui sert effectivement à la communication push-to-talk classique, donc ce qui remplace la DMR, le Tetra, mais aussi pour du partage de fichiers, pour de l'échange de messaging de façon totalement sécurisée et non plus par WhatsApp comme on pouvait le voir il y a encore quelques temps. Donc ça, c'est un premier exemple de déploiement pour la communication des humains. Et puis un autre exemple que je peux citer, c'est au port du Havre, où là on est dans un contexte bien particulier, parce qu'on est dans un contexte où il y a on va dire une autorité portuaire, mais il y a énormément d'acteurs sur le port qu'il faut fédérer tous ensemble, et avec des cas d'usage qui se multiplient. Et je peux par exemple citer un cas d'usage autour de la gestion de la connectivité des machines, des véhicules qui permettent de prendre les différents containers qu'on appelle des cavaliers, et qui font notamment de l'anti-collision grâce au réseau mobile privé, et qui font aussi de la gestion d'ordre de mission qui arrive au sein de chaque véhicule, en plus de remonter aussi des capteurs de pression des pneus, des capteurs de carburant, des capteurs de kilométrage, etc., pour assurer aussi la maintenance de ces véhicules. Voilà les deux petits exemples que je pouvais mentionner.
Merci beaucoup Grégoire. Et petite question peut-être avant de passer la parole à d'autres personnes, c'était des projets du coup from scratch ou c'est des projets itératifs Alors, pour DHL, c'est from scratch. Pour le port du Havre, il y a forcément un gros historique et un existant. Donc là, c'était itératif et effectivement, ça partait d'anciennes technologies, notamment basées sur du Wi-Fi et du Wi-Fi mesh. Donc certaines technologies pouvaient être propriétaires et certaines malheureusement deviennent ou obsolètes ou sont basées aussi sur des solutions qui ne sont pas forcément pérennes parce que basées sur des petites entreprises qui peuvent aussi malheureusement disparaître. Et donc l'idée c'était voilà, de repartir sur une nouvelle technologie qui soit absolument pérenne et éprouvée par tout l'historique aussi qu'on a sur la partie grand public et sur le fait que le 3GPP qui est avant tout la maison mère entre guillemets de la 5G industrielle voilà, existe depuis une trentaine d'années et a fait ses preuves. Merci beaucoup. Peut-être pour continuer, Emmanuel, tu pourrais nous dire déjà si nous parler d'un exemple aussi mis en œuvre chez Bouygues Télécom Entreprises et puis si tu te retrouves aussi un peu dans certains points qui ont été évoqués par Grégoire sur notamment les aspects assez critiques à la fois et puis environnementaux assez difficiles à couvrir on va dire en termes d'environnement. Tout à fait. Alors effectivement, on a le premier exemple, c'est l'usine de Toyota dans le Nord qui produit la Yaris, où nous avons déployé la couverture à l'origine pour un besoin qui était très simple, c'est le remplacement du DECT. Donc c'est pas un use case hyper complexe, mais néanmoins assez symptomatique des environnements dans lesquels on est, parce que l'usine Toyota est très grande. Et donc quand la DSI a cherché à trouver des solutions pour remplacer le DECT, ils ont regardé le Wi-Fi, forcément, c'est le premier réflexe. Et au fait, les surfaces sont tellement grandes et tellement complexes à couvrir, parce que c'est énormément de pièces métalliques en mouvement, qu'ils ont renoncé au Wi-Fi et qu'ils sont partis directement sur la couverture mobile. Et donc on déploie progressivement les use cases. Donc le premier, ça a été tout simplement la téléphonie et la communication à l'intérieur de l'usine, notamment entre les chefs d'atelier. Et puis progressivement, on travaille sur l'ajout de nouveaux use cases, notamment l'accès des informations de production, parce que la façon dont fonctionne Toyota, ils font tous les soirs un daily meeting sur les performances de chacun des ateliers, entre le chef d'atelier et puis l'ensemble des ouvriers qui interviennent sur la chaîne pour identifier les axes d'amélioration, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tout ça, c'est papier et ils passent énormément de temps en fait, dans Excel à reconsolider tous les chiffres, à imprimer sur des formats A3, les accrocher au mur. Enfin, l'idée, c'est d'arriver à digitaliser tout ça et de rendre ça très fluide, voire de temps réel, puisqu'ils peuvent avoir ça dans la paume de la main, dans leur smartphone. Donc, c'est le premier cas d'exemple. Le deuxième cas d'exemple, c'est les chantiers de l'Atlantique. Donc, chantier de l'Atlantique, c'est... vous connaissez tous, c'est à Saint-Nazaire. Ils produisent des énormes bateaux, à la fois pour les croisières et dans le domaine militaire. C'est des chantiers, un bateau de construction, c'est des chantiers qui durent 3-4 ans, voire 5 ans pour les plus complexes. Et les chantiers, c'est plus de 130 hectares à couvrir. Donc là, pareil, ils ont regardé le Wi-Fi, ils ont vite renoncé parce qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment trop cher. Et donc ils sont partis sur la couverture 5G en utilisant pour partie les sites publics que l'on avait autour des chantiers, plus on a déployé une couverture spécifique à l'intérieur des chantiers. Donc cette couverture, elle est effective déjà depuis un certain temps, elle est en 5G depuis quelques mois. Et là, les premiers use cases pour eux, c'est pareil. C'est un gain de temps énorme de pouvoir communiquer, quel que soit l'endroit où ils sont sur le chantier. Bon, avant, c'était réservé aux quelques possesseurs d'un talkie-walkie qui pouvaient échanger. Voilà, il suffit, tous les sous-traitants, tout le monde peut être facilement équipé. Et là où on passe à une phase qui est un petit peu plus complexe, c'est qu'ils veulent faire le suivi des chantiers à l'intérieur des bateaux. Donc là, les bateaux, en termes de cage de Faraday, on ne fait pas mieux, parce que c'est entièrement métallique. C'est assez complexe à couvrir, puisqu'on peut avoir en bas du bateau, c'est les soutes, donc c'est très métallique, très bas de plafond. En haut du bateau, c'est des grands halls de réception, donc avec des grandes baies, donc c'est couvert de l'extérieur.
Donc c'est des déploiements extrêmement complexes en termes radio. Et là, pour eux, l'intérêt, c'est qu'ils ont développé beaucoup d'applications sur les mobiles. Mais en l'absence de couverture, en fait, elles fonctionnent en stand-alone. Donc sans couverture. Et donc ils font le suivi de leurs travaux dans les bateaux. Et puis le soir, quand ils sortent, ils se resynchronisent, ils chargent toutes les données qu'ils ont sauvegardées dans le mobile. Donc là, pareil, la connectivité, ça amène du temps réel et de nouveaux types d'usages. D'accord, bah merci beaucoup pour ce témoignage. Ça a anticipé un peu une question que j'avais. Et Antoine, peut-être que vous pourrez aussi réagir sur ce point de qu'est-ce qui crée aussi l'arbitrage du choix technologique 5G versus d'autres technologies, typiquement le Wi-Fi qui a été évoqué par Emmanuel. Est-ce que c'est aussi un exemple d'arbitrage et quelles sont les raisons du coup qui poussent le choix de la 5G dans les exemples peut-être que vous avez à nous partager? Très bonne question et pragmatique. D'abord, merci de m'inviter à cette table ronde. Moi, je suis honoré de partager cette table ronde avec mes confrères. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a différents types d'opérateurs qui sont capables d'adresser les besoins 5G. Ça prouve une chose, c'est qu'il y a de la profondeur de marché, il y a de la profondeur de besoin, on n'est qu'au début. Et moi, je suis plutôt content d'avoir des confrères de différentes tailles, avec différents positionnements de marché, avec même, je suppose, demain, des stratégies qui seront différentes. Il y a beaucoup de besoins à couvrir. On est en train d'en parler. Il y a l'économie, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle, de manière un peu barbare, les verticaux, c'est-à-dire la mobilité, les centrales nucléaires, les territoires, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien chez Alsatis. Mais voilà, donc merci beaucoup. Et votre question, je vais y répondre tout de suite. Un petit détour pour vous dire qu'Alsatis, on est un opérateur, on disait avant alternatif, mais c'est pas très vendeur et j'aime pas trop. Je préfère vous dire qu'on est agile, qu'on est innovant et j'ai même le culot de vous dire qu'on est haute couture. Voilà. Aujourd'hui, on fait des projets sur mesure pour des clients qui ne peuvent pas attendre qu'un opérateur de taille nationale puisse se pencher sur leur cas ou qui ont réellement le besoin de s'approprier une infrastructure locale qui fonctionnera peut-être à terme d'ailleurs avec une composante externalisée de slicing, c'est tout à fait possible. Pour revenir à du très concret, alors je pourrais vous raconter un peu la même chose que mes confrères sur les avancées qu'ont permis la 5G de manière très concrète. J'insiste sur le fait qu'on a cru au début qu'on vendait un mirage. Et on a même commencé une mission avec Philippe Herbert il y a 2 ans. Et la première question qu'on s'est posée, c'est qu'on s'est dit, est-ce que la 5G va servir à quelque chose? J'ai presque honte de vous partager cette question aujourd'hui. Donc on se rend bien compte qu'on peut se poser toutes les questions qu'on veut, mais on y va. On y va et on y va plein pot. Et après la 5G, je vous dévoile qu'il y aura peut-être la 6G. C'est peut-être possible. Voilà. Ce qui est très important quand on aborde un projet aujourd'hui, surtout aujourd'hui, que la technologie est mature, mais c'est sa traduction en termes de service, en termes d'usage, pour répondre aux besoins qui ne l'est pas forcément. Il faut s'approprier les métiers, il faut les comprendre, il faut traduire les besoins en solutions techniques. C'est un super challenge. Oui, il faut être pragmatique. Le Wi-Fi est une technologie extraordinaire, elle va perdurer dans le temps et tout n'est pas bon pour de la 5G. Donc déjà, la conscience d'un bon professionnel, et vous en avez 3 devant vous, j'espère, c'est d'orienter son client vers la bonne technologie. On ne va pas faire de la 5G pour, on va pas prendre un marteau pour écraser une mouche, mais on ne va pas faire de la 5G pour remonter des informations de captation d'un environnement humide. Pour faire de la RSE par exemple, on n'a pas besoin de 5G. Quand on a besoin de charrier que du bas débit, on va prendre des technologies qui sont dédiées au bas débit. Quand on a une ambition qui va au-delà et qu'on sait, et c'est ce que je vous souhaite à tous, que l'infrastructure numérique demain est l'un des vecteurs de votre compétitivité, quel que soit ce que vous fassiez, vous devez miser sur la 5G. Et si vous misez sur la 5G, c'est que vous serez sur la 6, vous serez sur la 7, vous serez sur la 8. Il faut vivre avec son temps, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc nous aussi, on tricote, on fait des choses extraordinairement intéressantes et on a équipé le C-Team et Acom. C-Team, je ne le présente pas, il est là. Acom, c'est un fournisseur de câbles français qui est à Mortain, à côté d'Avranches. Et on les a équipés tous les deux et on a eu les mêmes succès que mes confrères avec des améliorations de services qui existaient déjà. Je prends l'exemple des AGV par exemple. C'est pas nouveau les AGV, c'est pas la 5G qui nous fait découvrir qu'il y a des AGV. Par contre, ils fonctionnent mieux, ils sont plus précis, ils vont plus vite avec la 5G. Et ils sont plus fiables, ils ne s'arrêtent pas en route. Donc ça, c'est important pour la production industrielle. Je peux vous donner d'autres exemples. Moi, ça me touche beaucoup, c'est-à-dire que la modularité d'une chaîne de production,
c'est une des clés demain pour un industriel pour gagner du temps. Et comment on fait pour moduler une chaîne de production? C'est exactement comme moduler des lits dans un hôpital. Si vous avez de la filerie partout, vous n'y arrivez pas. Vous ne pouvez pas prendre un équipement, l'emmener à un autre endroit s'il n'y a pas toutes les connexions tertiaires dont il a besoin, d'électricité, de la connexion Internet, etc. Donc la modularité que permet la 5G est essentielle pour l'agilité de l'outil de production de certaines industries. J'espère que j'ai été clair en vous parlant de ça. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'en termes de latence, la criticité qu'amène la 5G, je rappelle les 3 paramètres, pas pour vous. Très haut débit, mais on n'a que ça en tête. Il n'y a pas que ça. La 5G, c'est aussi l'hyperconnectivité. Ça veut dire qu'on va pouvoir connecter un nombre de devices jamais égalé. Et c'est la latence améliorée, c'est-à-dire accès à la criticité. Donc, dans tous les cas, la 5G s'inscrit, à mon sens, dans des projets ambitieux, avec des moyens humains et évidemment matériels et pécuniaires, mais humains, parce qu'il faut que l'entreprise soit investie dans son projet, il faut qu'elle travaille avec l'opérateur pour la réussite du projet. Il n'y a pas d'autre solution. Excusez-moi. Non, mais j'ai un dernier mot. Il y a d'autres types. C'est très bien, simplement, c'est des sujets qu'on va aussi aborder après. Je voudrais juste donner un autre exemple. Restons sur le cas d'usage pour l'instant. Je voulais vous dire qu'on a eu la chance de déployer aussi le réseau de la ville de Toulouse, qui est un réseau souverain, et qui permet effectivement de parler de d'autres types d'usages qui ne sont pas forcément des usages liés à l'industrie ou au tissu économique, qui ne sont pas tout simplement reliés à un ROI, pour vous le dire autrement, mais qui sont tout aussi pertinents. Et il y a une véritable phosphorescence aujourd'hui des usages. On craignait qu'il n'y en ait pas assez. On craignait que ces technologies soient surdimensionnées par rapport à ce qu'on en fait. Je vous rassure tout de suite, le problème est réglé. Il y a beaucoup de choses à faire avec cette techno. Excusez-moi pour le temps de parole. Merci. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et puis l'enthousiasme aussi derrière ce témoignage. Il y a un peu de passion, heureusement. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Non, mais on voit, moi ce que je retiens aussi pas mal de ce message, c'est que c'est le socle commun, finalement, la fondation des cas d'usage de demain. Et ça appelle du coup une autre question, potentiellement, que je vais me retourner vers vos autres confrères pour enchaîner. Mais est-ce que vous avez constaté, justement, qu'une fois que ce socle, ces fondations avaient été déployées, ça a appelé la création d'autres cas d'usage que d'autres équipes métiers ont pu s'approprier avec le temps? Est-ce que finalement les premiers utilisateurs ne sont pas retrouvés dans la position d'être les ambassadeurs des autres fonctions métiers par la suite au sein de l'entreprise? Je ne sais pas qui veut voir si vous voulez commencer. Je peux en dire un mot avec le retour d'expérience qu'on a, notamment sur les aéroports parisiens, parce que là, ça fait plusieurs années maintenant que le réseau mobile privé est en production et à grande échelle. On se parle de 50 km² à l'extérieur des bâtiments et près de 2 millions de mètres carrés à l'intérieur, y compris au 3e sous-sol. Et c'est vrai que quand on voit l'adoption de la technologie, il y avait un certain nombre de cas d'usage qui étaient identifiés au démarrage, parce qu'évidemment, on parle de ROI, de business plan, et c'est inévitable. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que les premiers utilisateurs voient une telle différence par rapport à ce qu'ils avaient avant sur leurs vieux terminaux, sur les anciennes technologies qui étaient ou que de la voix ou que de la data. Et en termes de bénéfices autour de la couverture, c'est-à-dire que tous les utilisateurs étaient vraiment émerveillés de voir que oui, tout autour de l'avion, on a de la connectivité. Et quand je rentre dans l'avion, j'ai aussi de la connectivité malgré le fait que l'avion fasse cage de Faraday, comme en parlait Emmanuel tout à l'heure. Et il y avait vraiment une vraie demande à l'adoption et une demande d'accélération de la migration. Et c'est quand même assez rare dans les DSI d'avoir cette appétence où les collaborateurs qui n'étaient pas encore passés sur cette technologie étaient entre guillemets jaloux de leurs collègues. Donc c'était assez drôle de voir ça. Merci beaucoup. Antoine, peut-être une réaction aussi sur ce sujet pour le côté un peu itératif. Oui, c'est pas grave. Je vais répondre à la place d'Antoine. Emmanuel, pardon. C'est très très clair sur les chantiers de l'Atlantique, puisque au départ on n'a fait que la couverture externe des bateaux, et il n'y avait pas de couverture dans les bateaux, et c'est devenu assez rapidement pas supportable de ne pas pouvoir utiliser le mobile dans les bateaux. Donc on a une très grosse pression des chantiers pour trouver des solutions pour couvrir à l'intérieur, là où les gens travaillent.
Et le nombre de use cases, alors on ne peut pas tous les décrire parce que c'est quand même c'est leur métier, donc on n'est pas forcément obligé de révéler, mais ils ont quand même toute une liste de use cases derrière sur ce qu'ils vont faire avec la 5G dans les bateaux, à la fois pour faire le suivi des travaux, mieux communiquer avec leurs clients, parce que leurs clients sont à distance. Et faire un bateau, c'est un peu comme acheter un immeuble sur plan. Vous achetez l'immeuble et vous aimez voir quand même au fur et à mesure des travaux où est-ce que ça en est, faire des choix, moduler la couleur des parois, des choses comme ça. Et tout ça, ça se fait à distance et ils aimeraient pouvoir en direct montrer l'avancement des travaux à leurs clients depuis l'intérieur des bateaux. Donc ils ont déjà beaucoup d'idées sur les use cases qu'ils vont pouvoir porter sur la 5G. Et Toyota, c'est le même cas. C'est-à-dire ils avaient démarré par un use case très simple, c'est je remplace le DECT. Et puis maintenant, ils ont toute une liste de use cases qu'ils veulent porter sur le réseau. Et donc maintenant, on est plutôt pressé d'aller renforcer l'infrastructure, la densifier pour pouvoir supporter tous les use cases qu'ils ont en tête. Merci beaucoup. Ça recoupe complètement d'ailleurs les témoignages des verticaux, pour reprendre l'expression barbare employée par Antoine tout à l'heure, qu'on a eu en table ronde ici ou sur la grande scène. Qui font part aussi vraiment de cet effet d'entraînement et aussi d'irréversibilité une fois que l'infrastructure est déployée et que les premiers cas d'usage critiques qui ont été identifiés sont déployés. Finalement, ça crée un appel et une création d'autres cas d'usage beaucoup plus forts au sein de l'entreprise. Je vois qu'on est quasiment au bout du créneau qui nous était oui, c'est une demi-heure, 35 minutes, qui nous était alloué. Du coup, peut-être pour conclure peut-être davantage sur les points d'attention, voire sur les conseils que vous pourriez donner à des personnes qui souhaiteraient se lancer aujourd'hui, parce qu'on voit effectivement qu'il y a de plus en plus d'industriels qui sont aujourd'hui dans ce mouvement, mais pas tous. Comment vous conseilleriez, quel conseil ou quel point d'attention vous pourriez suggérer à une entreprise aujourd'hui qui s'intéresserait au sujet? Peut-être Antoine dans un premier temps. Merci. Notamment avec la vision C-Team que tu peux... Oui, bien sûr. D'abord, ça me permettra de rebondir sur votre première question, c'est qu'il est de la responsabilité des professionnels qu'on est d'emmener le client dans la bonne direction. Et je vais dire une banalité, mais la technologie n'est qu'un moyen pour arriver à des résultats. Donc il faut se focaliser immédiatement sur le métier du client. On n'est pas là pour faire les beaux et expliquer comment la technologie fonctionne, son niveau de performance. On est là pour se concentrer sur la problématique du client et essayer de comprendre comment la technologie peut y répondre. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, je me suis grillé, j'ai pas gardé ça pour la fin. C'est il faut vraiment une implication de l'usager, il faut une implication du client. Contrairement peut-être à d'autres modèles, par exemple, je vais prendre une plateforme je sais pas, externalisée, de SAV ou autre. Bon, j'ai un cahier des charges, je le balance, je fais le choix entre 3 professionnels et puis je passe mon bon de commande. Là, il faut une implication des équipes techniques, du professionnel concerné, parce qu'il y aura de toute façon un travail dans la durée associé à la vie de cette infrastructure et à son évolution. Donc, ce n'est pas un projet qui commence et qui finit, c'est une culture. C'est une culture qu'il faut s'approprier et une compétence qui doit de toute façon monter dans la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est une évidence. Nous, on sera ravis d'exploiter pour le compte du client, mais le client doit avoir un niveau de contrôle et un niveau de compétence qui soit quand même compatible demain avec ce type d'infrastructure. Voilà, donc l'implication du client et le suivi dans la durée est indispensable à mon avis, était une des clés. Il y en a bien sûr plein d'autres, mais je laisse mes confrères vous les développer. Grégoire, je vous laisse enchaîner. Quelque part, ce que je retiens, c'est que c'est en quelque sorte aussi un projet d'entreprise. C'est un projet de transformation des process dans l'entreprise, plus largement. Complètement, et c'est vrai que l'accompagnement au changement, c'est vraiment la clé de tout, mais dès le démarrage du projet, c'est-à-dire que quand vous commencez un projet de 5G privé, la première question qu'on va vous poser, c'est ah mais attendez, la 5G c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe, etc. Sachant que tout le monde a son téléphone dans sa poche, mais ça, dès qu'on parle dans un cadre professionnel, ça va soulever plein de questions, et puis dès qu'on dit on va devoir mettre une antenne sur le toit de l'usine ou à l'intérieur, ça va aussi poser des vraies problématiques. Donc il y a déjà un accompagnement du CSSCT pour expliquer
expliquer, pour faire de la pédagogie, pour expliquer que en fait, c'est parce qu'on va mettre une antenne juste sur le toit et donc à proximité que le téléphone va émettre moins d'ondes et donc ce sera encore moins dangereux que de se baser sur une antenne qui est à 2 km de là et qui n'est pas forcément faite pour aller faire de l'industrie critique. Donc ça, c'est un premier exemple d'accompagnement qu'il faut pas négliger. Et puis un deuxième exemple de difficulté aussi, c'est de se dire que voilà, nous, comme disait Antoine, on met à disposition une solution au client et la solution, ça va évidemment de l'infrastructure, mais ça va jusqu'au terminal du client. Et l'intégration des terminaux durcis, des routeurs et autres, c'est quelque chose qui n'est pas forcément trivial parce que ça met en jeu des problématiques de gestion à distance du device, d'intégration de différentes versions d'Android, si c'est dans l'Android, de taille d'écran, de compatibilité aussi avec le réseau. Nous, on a dû essuyer des vraies problématiques où des terminaux que le client avait achetés ne fonctionnaient pas comme ça dès qu'on mettait la carte SIM sur un réseau mobile privé. Ça fonctionne très bien sur les réseaux publics et ça fait des années que ça existe, il n'y a pas de problème. Mais sur un réseau privé, c'est pas le même nom de réseau, c'est pas les mêmes paramétrages. Si on veut mettre de la voix sur le terminal, c'est aussi une autre problématique. Et donc tout ça, c'est bien à prendre en compte. D'accord, merci beaucoup Grégoire. Emmanuel. Pour terminer en 30 secondes, c'est ça? Non, on a un peu plus, mais vas-y, je Non, mais je rejoins entièrement le fait que la partie accompagnement est essentielle pour bien identifier les use cases. C'est souvent assez complexe, notamment dans le domaine industriel, il faut arriver à combiner la connaissance des métiers, la connaissance de l'IT, parce que souvent la 5G amène à faire converger l'IT et l'OT. Et ça, c'est pas un exercice facile parce que souvent, c'est des directions séparées qui ne se parlent pas toujours parfaitement. Et donc, c'est important en fait. Et nous, on a fait ce choix-là de se faire accompagner de partenaires. Donc, on travaille plutôt pour les grandes entreprises avec Alten notamment, pour les plus petites entreprises avec une société qui s'appelle Everett, qui sont des spécialistes dans la transformation industrielle. Nous, on vient pas de ce milieu-là, on connaît pas, on n'a pas les codes. Et donc, on se fait accompagner de gens qui ont cette capacité à faire discuter au sein de l'entreprise, au sein de l'usine, le monde de l'OT, le monde de l'IT et repenser tous les processus parce que la 5G, ça amène à repenser assez en profondeur les modes de fonctionnement. Donc on a fait ce parti-là, nous, d'un accompagnement avec des gens dont c'est le métier. Parce que pour nous, c'est la clé. La clé, c'est l'accompagnement et la compréhension vraiment fine des transformations que la 5G peut amener. Merci beaucoup. Je rebondis sur une dernière question. Là, je vois qu'on a encore peut-être 2 minutes. Justement, sur celle de l'acceptabilité des réseaux. On a parlé antennes, taille des antennes très rapidement, ça a été évoqué. Je trouve que c'est intéressant de voir que sur des milieux, notamment indoor, les antennes, on s'imagine souvent des grands pylônes parce que c'est ce qu'on voit en extérieur pour couvrir sur le territoire national, mais finalement sont peut-être pas si impressionnantes que ça et parfois ça dédramatise peut-être un peu aussi l'image, ça peut décrisper en tout cas certaines équipes industrielles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir sur ce point Alors, Emmanuel, je te laisse. Nous c'est quelque chose auquel on est confronté depuis le début de notre existence quasiment. Donc on finit par être relativement habitué maintenant à accompagner les clients et notamment les accompagner au niveau des instances représentatives du personnel, CSE, CHSCT, pour expliquer ce qui va être déployé, dans quelle mesure on respecte les normes en matière d'exposition aux ondes, d'expliquer ces normes, de montrer qu'on a fait des mesures, puisque à chaque fois qu'on fait un déploiement derrière, on fait des mesures pour vérifier l'exposition aux ondes. Et donc on a une pratique maintenant bien exercée pour désarmer les oppositions de ce point de vue-là. Donc pour nous, c'est pas le sujet, c'est pas un sujet bloquant. Moi, je peux citer un exemple dans un projet industriel sur lequel on est actuellement en train de travailler, où le client avait déjà demandé à faire une étude Wi-Fi. Et donc le design Wi-Fi pour couvrir son besoin sur l'ensemble de l'usine où il y avait un campus à la fois indoor et outdoor, c'était 91 antennes Wi-Fi. Bon. Il se trouve que ces 91 antennes Wi-Fi, on a pu les remplacer par 2 antennes à l'extérieur plus 2 antennes à l'intérieur des bâtiments. Donc les 2 antennes à l'intérieur des bâtiments
d'un point de vue design, ne sont pas plus grosses que les antennes Wi-Fi. Celles de l'extérieur un peu plus grosses, bien sûr. Mais avec des puissances à l'intérieur qui sont effectivement bien normées parce que en fonction de la hauteur de plafond, on ne va pas mettre la même puissance parce qu'effectivement, il y a une vraie réglementation et la preuve en est, c'est que lorsque on va aller maintenir ces antennes qui sont en hauteur de plafond, on va éteindre le réseau provisoirement la nuit entre 2 et 3 heures du matin pour essayer de ne pas impacter la production. Mais donc, il y a un certain nombre de règles qui sont issues des opérateurs mobiles grand public qui s'astreignent à les suivre depuis le démarrage de leur activité et qui viennent s'intégrer dans les process industriels avec des travaux programmés qui sont faits, des maintenances préventives qui sont faites pour s'assurer toujours qu'on maintient les bons niveaux de puissance. Merci. Je dirais juste un mot en plus, c'est un truc important quand même qu'il faut qu'on sache. Je voulais poser la question à mon collègue Emmanuel. Vous utilisez quelle fréquence sur les chantiers de l'Atlantique? Là, on rentre dans des considérations. Je voudrais reprendre le micro après parce que je voudrais vous dire quelque chose d'important sur les fréquences. Donc les nôtres en fait. D'accord. Donc les fréquences jusqu'à 3.5. Donc toutes les bandes sont utilisées de 700 jusqu'à 300. Les bandes grand public. Et les bandes grand public. Donc la bonne nouvelle, mais vous le savez comme moi, c'est que l'ARCEP a compris que la 5G dépassait très largement les enjeux grand public qui ont été exclusifs pour la 2G, 3G, 4G. Il faut bien comprendre que la 5G, je parle à des connaisseurs, mais la 5G, c'est une technologie disruptive. Moi, j'essaie d'expliquer ça à ma mère, c'est compliqué. Je lui explique que ce n'est pas qu'une technologie pour le grand public, que c'est une technologie qui va remplacer les réseaux régaliens, les réseaux dédiés, et qui va remplacer en partie le tétra et le tétrapole, et là, je la perds complètement en général. Mais voilà. Et donc, sachez que l'ARCEP, qui est un organisme sérieux, qui regarde devant, encore heureux pour nous, est en train de légiférer avec l'Europe pour qu'on ait des fréquences spécifiques pour le monde professionnel, pour les verticaux. Et aujourd'hui, les fréquences qu'on utilise sont des fréquences expérimentales en 3, 8, 4. C'est une fréquence qui est un petit peu au-dessus de celle des opérateurs nationaux aujourd'hui, mais qui est une fréquence qui est dédiée à des usages industriels ou à des usages B2B de manière générale, c'est-à-dire des usages spécifiques métiers. Et c'est une très bonne nouvelle. Et on attend évidemment avec impatience que cette fréquence soit définitivement pérenne et que lors de la Rodière, la présidente de l'ARCEP puisse annoncer définitivement l'ouverture d'un guichet dans cette bande de fréquence 3, 8, 4, sachant qu'on a une autre bande de fréquence déjà disponible aujourd'hui, mais avec une largeur de bande qui est faible, donc on est restreint dans les usages, qui est la bande 2, 6. Voilà. Merci. Donc il y a bien une réglementation et un environnement réglementaire qui est en train de suivre, un petit peu en retard par rapport au projet, et donc on pousse. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'État a bien compris qu'on avait besoin d'un environnement réglementaire digne de ce nom. Merci. Merci. Bon, c'est effectivement, donc il y a tout un travail de l'ARCEP et de l'État de manière générale sur les fréquences. On s'est un peu éloigné des cas d'usage, mais c'était intéressant effectivement de montrer que ça avançait à tous les niveaux, y compris réglementaires. Et on appelle, et je le dis puisqu'Amanda est présente aujourd'hui, on appelle à une tarification optimisée si c'est possible de la part de la DGE. Merci. Tous les messages sont donc passés pendant cette table ronde. Non mais merci beaucoup. On va conclure du coup cet échange. Merci à tous les trois d'avoir contribué à cette table ronde. Je retiendrai pas mal de choses de ces échanges, notamment que ça avait été indiqué au début, il y a quelques années encore, et on ne parle pas d'il y a très longtemps, on parle d'il y a 3 ans peut-être, 4 ans tout au plus. On se demandait peut-être ce qu'on allait faire de la 5G, les cas d'usage, pour reprendre un terme qu'avait employé Roland Lescure hier en visite au village. Je ne sais plus quelle personnalité avait dit ça, mais la 5G, ça ne sert pas qu'à regarder du porno dans un ascenseur. C'était un politique qui avait indiqué ça à la sortie lors des déploiements de la 5G. Non, mais on voit bien aujourd'hui, blague à part, très concrètement, que les cas d'usage, ils sont multiples. On les compte aujourd'hui par dizaines. On les compte dans tous les secteurs de l'économie, industriels ou non. D'ailleurs, là, on a beaucoup parlé de l'industrie parce que c'est l'objet du salon, mais on les trouve aussi dans tous les secteurs de l'économie plus largement. Que l'écosystème aujourd'hui, il est mature, il est prêt, il est très divers et très riche. On le voit d'ailleurs dans cette table ronde et on le voit plus largement dans ce village avec tout l'écosystème qui est représenté. Donc je vous invite après forcément à aller voir nos collègues si vous souhaitez plus d'informations sur ces différents sujets. Et on voit aussi, pour conclure peut-être, que les bénéfices de la 5G ils vont croissant une fois qu'une entreprise s'est appropriée l'infrastructure, que ça amène d'autres développements, d'autres cas d'usage,
et que les métiers s'approprient, sous réserve d'un accompagnement en amont, particulièrement bien du coup ces cas d'usage et ces nouvelles fonctionnalités. Je vous remercie à tous et bonne journée.